Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'orientation et la prise en charge des patients âgés dénutris à domicile en Pays de la Loire. Donc, je suis Charlotte Baudry, chargée de mission à la SRAE Nutrition. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de mes collègues Marine et Aurélie. Et on est ravis de vous voir si nombreux connectés et de voir aussi surtout la forte mobilisation des professionnels des Pays de la Loire pour cette édition 2022 de la semaine de la dénutrition. On a plus de 250 actions enregistrées sur le terrain. Donc, bravo à toutes et à tous pour votre implication. Et donc, au programme de ce webinaire aujourd'hui, donc on a la chance d'avoir avec nous le docteur Marie Mathieu, qui est gériatre au CHU de Nantes, et qui nous fera une introduction sur la dénutrition, enfin nutrition et gériatrie. Ensuite, Marine vous présentera les principaux dispositifs qui existent en région Pays de la Loire et puis les outils qui sont à votre disposition pour les retrouver. Et enfin, pour illustrer tout ça, Lola Dubreuil nous parlera du parcours Dénut et Malika Redjeb nous parlera de la prise en charge nutritionnelle qu'elle réalise au sein d'une équipe d'appui en adaptation et réadaptation en Mayenne. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques mots sur la SRAE Nutrition, donc notre structure. On est la structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition des Pays de la Loire. On existe depuis 2016. Nous sommes une association collégiale loi 1901 financée en majorité par l'Agence régionale de santé, mais aussi par la DRAGES, donc le ministère des Sports en région, et l'ADEME, donc le ministère de la Transition écologique. On est une équipe de 11 salariés, on est tous basés à Nantes, mais on se déplace dans toute la région des Pays de la Loire. Et nos missions principales sont d'accompagner les professionnels et d'animer le réseau des acteurs concernés par la nutrition en Pays de la Loire. Donc, on travaille sur 4 grandes thématiques: alimentation, activité physique, obésité et dénutrition. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet sraenutrition.fr sur lequel vous retrouverez plein d'outils pour les professionnels. Et puis, nous sommes partenaires du collectif national de lutte contre la dénutrition, donc pour faire le relais en région de la semaine de la dénutrition. Et donc, cette année, on a proposé des actions spécifiques en partenariat avec l'association du pain sur la planche et le Gérontopole des Pays de la Loire. Et donc, avant de laisser la parole au docteur Marie Mathieu, on a prévu un petit sondage pour mieux vous connaître. Donc voilà, vous devez voir le sondage s'afficher. Donc l'idée, c'est de rentrer votre profession et d'où vous venez, etc. Et je profite, je vous laisse un peu de temps pour répondre et j'en profite juste pour vous dire que le webinaire est enregistré et que n'hésitez pas tout au long du webinaire, si vous avez des questions, à les poser dans le chat ou des commentaires, à partager avec nous. N'hésitez pas à nous noter tout ça. Merci à tous pour vos réponses. Alors, on n'a pas encore toutes les réponses, mais bon, on arrive au bout. On va peut-être partager les résultats. Alors, donc, il y en a un peu, on a pas mal de professions différentes. On a des diététiciens, diététiciennes, des infirmiers, un médecin, des coordinateurs et d'autres professions. Donc, certains d'entre vous ont déjà partagé leur profession dans le chat. On a des gens d'un peu toute la région, tous les départements sont représentés, donc c'est très bien. Et puis, on a même quelques personnes hors Pays de la Loire. Donc, juste pour vous repréciser, vous êtes les bienvenus si vous voulez rester, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va surtout parler des dispositifs et des outils qui existent pour les professionnels des Pays de la Loire. Donc, c'est un petit peu, voilà, à vous de voir si ça vous intéresse quand même ou pas.
Et puis aujourd'hui, donc, lorsque vous repérez un patient dénutri à domicile, donc la majorité d'entre vous alerte le médecin traitant ou une infirmière libérale ou la structure dans laquelle vous travaillez. Et puis, vous donnez déjà des conseils et re-questionnez lors de votre première visite. Et puis, certains d'entre vous ne savent pas quoi faire. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, après cette présentation, vous y verrez un petit peu plus clair. Mais merci à tous pour vos réponses. Et puis, je laisse tout de suite la parole au docteur Marie-Mathieu pour l'introduction sur nutrition et gériatrie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, Marie-Mathieu, je suis médecin gériatre au CHU de Nantes. Voilà, j'ai une particularité puisqu'effectivement, je suis très très intéressée et proactive dans le domaine de la nutrition en gériatrie, raison pour laquelle je suis ravie qu'on m'ait demandé aujourd'hui de pouvoir participer à ce webinaire. Donc c'est vrai que la problématique de la nutrition en gériatrie, c'est quelque chose de majeur puisqu'on le sait bien en pratique en termes de projection. Et notamment d'un point de vue démographique, ça va être quelque chose de capital. Et l'importance capitale de la nutrition, ça va être de pouvoir s'orienter sur la possibilité d'avoir de la prévention en fait dans ce domaine bien particulier. Alors, j'essaye de passer. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, c'est les problématiques du vieillissement démographique qui vont être les nôtres à l'avenir, avec l'enjeu du bien vieillir qui va être central. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pour bien vieillir, finalement, il n'y a pas grand-chose de mieux que être actif sur le plan nutritionnel, sur l'activité physique, bien entendu, et quand on vieillit, sur faire attention et se méfier sur la prévention du risque de chute. Donc, véritablement, l'autonomie fonctionnelle du patient et son bien vieillir passent par ces trois grands axes. Du coup, bien sûr, en situation physiologique, chez le sujet âgé, il faut être déjà, avant d'être dans le cadre de la dénutrition, être véritablement dans une démarche de repérage véritablement précoce. Il faut savoir, du coup, accompagner nos sujets âgés et savoir lutter contre un certain nombre d'idées reçues qui sont plutôt bien identifiées. Et je pense qu'on les a tous en tête quand on est avec des personnes âgées qui nous disent que c'est plutôt normal de moins manger quand on vieillit et que la petite soupe le soir est largement suffisante, qu'on a souvent tendance à considérer que perdre du poids avec l'âge, c'est normal, alors que c'est véritablement un grand signe d'alerte qu'il faut avoir en tête. Ça aussi, et c'est souvent porté par le dégoût de la viande, mais qu'il est moins nécessaire en vieillissant de manger de la viande, ce qui n'est pas vrai, au contraire. Le goûter, c'est pour les enfants, ça aussi, c'est la petite anecdote. Et puis, l'indispensable régime restrictif qui est encore à l'heure actuelle bien trop prescrit, qui parfois est nécessaire quand on a des contrôles de maladies qui ne sont pas forcément très optimales, mais qui peuvent très largement être levés dans le cadre du vieillissement. Il faut être en mesure, bien sûr, de pouvoir apporter les bons conseils chez nos sujets âgés. Et je pense qu'il est important quand même de bien notifier que les besoins protéiques sont beaucoup plus importants quand on vieillit. On est plutôt généralement à 0,8 g par kilogramme par jour chez un sujet standard, mais chez le sujet âgé, il faut monter à 1,2 g par kilogramme par jour. Donc, il faut avoir cette idée en tête. Et bien sûr, ça, c'est quelque chose qui est à l'heure actuelle trop peu mis en œuvre, mais ce n'est pas forcément évident, bien sûr, de le mettre en place chez le sujet âgé, c'est l'activité physique. Et on est souvent un peu démunis pour réussir à encourager les gens dans cette dynamique, mais qui dit nutrition dit activité physique. On est sur les deux associés pour avoir vraiment quelque chose de très optimal dans la prise en charge. Bien sûr, malheureusement, quand on en arrive à des situations non physiologiques, on rentre du coup dans le cadre de la dénutrition. Et je pense que c'est clair pour tous. Et on a vu que le profil des patients là, dans ce sondage, il y a beaucoup de diététiciennes. Donc, je vais très largement pas du tout leur apprendre de choses à ce niveau-là. Mais donc, la dénutrition correspond à un déséquilibre entre les dépenses énergétiques et les besoins nutritionnels. Et quand on est dans le cadre d'une dénutrition, dans une carence d'apport ou dans un hypercatabolisme, les besoins protéiques montent en flèche véritablement et on va jusqu'à 1,5 g par kilogramme par jour. Donc, c'est vraiment des besoins qui sont considérables et même parfois, dans certaines situations d'hypercatabolisme extrême ou de malabsorption, on peut être sur des besoins protéiques qui peuvent monter jusqu'à 2 g par kilogramme par jour. Donc, il y a vraiment ce côté central de la protéine qui va de pair avec le muscle finalement, qu'il faut avoir bien à l'esprit.
La dénutrition, c'est hyper connu, on sait, c'est un syndrome gériatrique. Alors, ça, c'est présent à tous les âges, hein, mais ça explose complètement avec l'âge. Une personne sur 10 à domicile, en institution, une personne sur 3, voire même parfois la moitié des résidents en fonction de la population qu'on peut rencontrer. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Et malheureusement, on est encore très souvent démunis, hein, dans l'accompagnement de cette pathologie. Et pourtant, on a plutôt bien identifié toutes les conséquences qu'elle peut avoir, hein. Là, c'est ce qu'on connaît bien, la spirale de la dénutrition qui a été évoquée par le docteur Ferry en 1993, où on sait qu'initialement, c'est de tout petits symptômes, des tout petits points d'appel qui passent finalement un peu à l'as, où on a une petite anorexie, un stress, on commence à un tout petit peu moins manger, et du coup, on commence à engendrer les premiers déficits immunitaires et du coup les premières infections. Qui dit infection dit inflammation, hypercatabolisme, et du coup on se retrouve à avoir encore une dégradation de l'état nutritionnel du patient, qui du coup va être moins bien sur le plan psychologique et du coup moins bien manger de ce fait. Et c'est vraiment derrière, c'est une cascade, c'est terrifiant. Et on se retrouve avec des patients à la fin avec des problématiques d'escar ou des choses extrêmement complexes avec des petits poids, où on est dans des situations où malheureusement on n'arrive plus du tout à rendre les choses réversibles. Et c'est, voilà, j'ai tendance à travailler dans un service de médecine aiguë où finalement c'est du quotidien, ce terme de passion, cette typologie de passion. Donc c'est extrêmement complexe. Et on sait que la dénutrition est associée à un risque de mortalité beaucoup plus important, de risque d'hospitalisation, de décompensation de pathologies. On peut malheureusement perdre en autonomie fonctionnelle et en qualité de vie. Donc, on le sait tous, que la dénutrition, c'est quelque chose d'extrêmement problématique et on a du mal à pourtant y arriver à l'heure actuelle. Les signaux d'alerte dont je parlais tout à l'heure, ils sont assez faciles à repérer, hein. C'est la perte de poids chez le sujet âgé avec ce qui a véritablement été identifié, c'est la nécessité d'une pesée mensuelle chez le sujet âgé. Donc, et en plus, il devrait être pesé à chaque consultation. La perte d'appétit aussi doit être véritablement identifiée. Il ne faut pas hésiter à interroger nos patients quand on les voit en consultation, quand on les voit au cours d'un soin. Voilà, ça se demande assez facilement. La fatigabilité musculaire est beaucoup plus difficile à élaborer parce que c'est quelque chose qui dépend voilà, de la perception du patient, mais ça reste quelque chose d'intéressant à mettre en perspective avec la possibilité sous-jacente d'une pathologie aiguë ou chronique. Et dans ce cadre, du coup, la HAS a remis en perspective les critères de diagnostic de la dénutrition en 2021. C'est plutôt assez intéressant sur la façon dont ça a été mis en œuvre, puisque voilà, on a les classiques critères phénotypiques qu'on connaissait très bien sur la perte de poids et l'IMC, où les critères ont été un peu durcis, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis du coup, il est fait un lien avec le muscle, et nutrition et fonctionnalité vont tout à fait de pair. Donc, ça paraît assez pertinent de s'interroger sur les capacités fonctionnelles de l'individu et sur ses capacités motrices et sur où il en est sur sa musculature. Et ce qu'il y a de très intéressant et je pense de véritablement central dans ces critères diagnostiques, c'est l'ajout de critères étiologiques, puisque généralement, on est souvent sur le caractère de réduction des apports, où la malabsorption généralement est assez classique, mais on oublie souvent dans la dénutrition de se dire que vu qu'on est sur un syndrome, il faut rechercher une cause. C'est véritablement ça l'idée centrale. C'est que si on a un patient dénutri, c'est qu'il y a une raison. Et souvent, malheureusement, on retrouve derrière des maladies qui n'étaient pas forcément diagnostiquées, et donc des pathologies aiguës ou alors des pathologies chroniques qui ne sont pas forcément très bien équilibrées. Donc, il y a ce caractère étiologique qui est véritablement central dans ces nouveaux critères pour vraiment se dire que en plus de lutter contre la dénutrition, on va lutter contre son origine pour véritablement être optimal dans la prise en charge. Et du coup, dans les critères étiologiques chez le sujet âgé, il y a une règle qui est assez facile à retenir pour finalement être assez exhaustif, parce que c'est toujours la problématique d'une personne âgée, c'est qu'elle est extrêmement complexe, qu'il y a plein de problèmes qui peuvent s'intriquer, et donc il faut être assez global dans la vision qu'on a du patient. Et donc il y a la règle des 9D que je trouve très pertinente pour réussir à élaborer l'ensemble des facteurs de risque ou potentiellement même des facteurs précipitants de la dénutrition. En premier lieu, les médicaments, ça c'est sûr, il y a un gros travail à faire là-dessus puisqu'il y a un certain nombre d'effets indésirables qui sont connus sur plein de
de médicaments. Et en plus de ça, quand on a tendance à associer plein de médicaments et quand on a une dizaine de traitements à ingurgiter par jour, c'est sûr que quand le patient il commence par avaler ses 10 gélules, le matin au petit déjeuner, ça devient un peu difficile de manger derrière. Donc les médicaments, il y a un travail central à faire de ce côté-là. La dépression, bien entendu, est bien étiquetée également. Toutes les problématiques de dysphagie, de dentition. Les troubles neurocognitifs sont une réelle problématique et c'est rarement une possibilité de repli simple à donner sur la réponse à apporter dans le cadre des troubles neurocognitifs. Ça demande voilà, une expertise et beaucoup de discussions collégiales pour réussir à trouver des solutions dans ce cadre-là. Disease pour maladie, bien entendu, faire la recherche d'une pathologie causale et on va voir derrière ce que sont les principales maladies qui peuvent engendrer une problématique de dénutrition. Diarrhée pour globalement troubles digestifs, hein, c'est bien sûr également la constipation, donc c'est tout ce qui est troubles digestifs chez le sujet âgé. La dysgeusie et les problématiques de goût qui sont importantes et d'odorat, bien sûr, ensemble. Et dysfunction pour tout ce qui est altération des capacités fonctionnelles de l'individu quand on est en difficulté pour faire la cuisine chez soi ou même tout simplement pour faire les courses, ça peut être vite problématique pour manger. Donc cette règle des 9D, elle est assez aidante en gériatrie pour ne jamais oublier tous les facteurs causaux qui peuvent être en lien avec la dénutrition. Les étiologies qu'on retrouve dans le cadre de la dénutrition par ordre de fréquence, et c'est tellement souvent qu'on retrouve du coup des cancers chez des patients pour qui on a une perte de poids. Donc il y a vraiment un bilan somatique à faire, indispensable quand on a un patient dénutri. Bien sûr, on a tout ce qui est pathologie psychiatrique et neurocognitive, les pathologies gastro-intestinales, ce qu'on disait, les troubles du transit. Souvent, un patient constipé va avoir beaucoup plus de mal à manger, ça c'est certain. Les causes endocriniennes, et souvent, généralement, c'est les problématiques liées à la thyroïde au premier plan. Les pathologies chroniques, qu'elles soient cardiopulmonaires, rénales, rhumatismales. Tout ce qui est en lien avec le tabagisme et l'éthydisme chronique sont également identifiés. Les pathologies infectieuses neurologiques et les pathologies inflammatoires systémiques. Donc, il y a vraiment, encore une fois, j'insiste sur la démarche étiologique de la dénutrition qui est véritablement très importante également. Pour ce qui est de la prise en charge, ce n'était pas forcément non plus l'objectif de ce jour, mais on pourra en parler si vous avez bien entendu des questions. Et je pense que le public cible est bien plus au clair et au fait sur la prise en charge de la dénutrition en elle-même. Bien entendu, ça passe par l'alimentation enrichie, en essayant de ne pas augmenter le volume des rations, mais en essayant d'augmenter les apports, et notamment les apports protéiques. On l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment les protéines qui sont d'importance dans ce cadre-là. Donc, il faut pouvoir donner des conseils à nos sujets âgés en leur disant de rajouter de la poudre de lait, du fromage râpé, des œufs, de la crème fraîche, du beurre, vraiment tout ce qui peut enrichir le plateau sans en augmenter le volume pour pas non plus dégoûter un peu le patient aussi sur les volumes importants. L'autre chose intéressante, et c'était aussi l'importance de dire que le goûter, c'est pas que pour les enfants, c'est que le caractère très fractionné de l'alimentation est extrêmement intéressant. Proposer de prendre une collation à 10 heures ou une collation à 16 heures, ou même la collation le soir devant le feuilleton préféré, c'est aussi quelque chose de très intéressant et de très pertinent, et il faut réussir à pouvoir le donner comme conseil à nos sujets âgés. Les compléments nutritionnels oraux restent toujours des éléments qui peuvent être assez intéressants quand on a une réduction des apports qui sont des produits soit hyper énergétiques, hyper protidiques ou les deux à la fois. Intéressant à consommer soit sur la fin des repas, mais c'est souvent beaucoup plus difficile parce qu'il y a du coup déjà tout l'apport du repas qui pèse sur l'estomac, et donc rajouter un élément supplémentaire, ça peut être compliqué. Donc, c'est intéressant de le proposer sur les temps de collation à 10 heures, à 16 heures, ou même le complément le soir est aussi tout à fait indiqué. Donc, ça reste un des éléments dans la prise en charge qui est tout à fait pertinent. Et je ne vais pas forcément creuser sur la nutrition entérale, mais c'est sûr, quand on en arrive à des stades qui sont extrêmement sévères, quand on sait qu'on a des problématiques d'hypercatabolisme avec des pathologies chroniques, type des pathologies cancéreuses, et qu'on sait qu'on va être hyper actif sur le projet de soins derrière, il faut
généralement proposer une prise en charge beaucoup plus agressive, avec d'emblée la possibilité de proposer des supports nutritionnels sur des sondes nasogastriques, des gastrostomies. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. La difficulté étant de réussir à savoir vers qui se tourner pour la mettre en œuvre, bien qu'il y ait plusieurs prestataires qui permettent la mise en place à domicile. On est toujours un peu en délicatesse pour savoir vers qui se tourner pour prendre le bon avis, savoir comment la mettre en œuvre, avec qui, et puis comment surveiller la mise en place à domicile derrière. Donc c'est souvent ça ce qui nous freine un peu dans la mise en place de ce type de procédé, mais qu'on met probablement pas suffisamment en place en population gériatrique. Sans oublier, bien entendu, la possibilité de l'activité physique et, encore une fois, j'insiste, la prise en charge spécifique de la cause de la dénutrition. Donc, s'il y a quelques messages clés à retenir aujourd'hui, c'est que très clairement, il y a des éléments, des éléments importants à avoir bien en tête sur la surveillance du poids et de l'appétit de nos sujets âgés. Avec ces nouvelles recommandations de l'HAS, l'intrication avec le muscle et la fonctionnalité qui est très intéressante et qui met en exergue la nécessité de proposer de l'activité physique à notre sujet âgé. Bien sûr, le bilan étiologique qui est complètement indispensable avec la prise en charge de la cause, qui est rarement une prise en charge unique et souvent on est sur du global et du multidisciplinaire chez le sujet âgé. Et la prise en charge spécifique en fonction de la sévérité de la dénutrition, qui peut se faire soit en ambulatoire, soit en milieu hospitalier. D'où l'importance aussi aujourd'hui de pouvoir se réunir pour justement parler des différentes choses qui peuvent exister sur le territoire, pour qu'on puisse tous s'appuyer de façon un peu collective sur cette problématique de la dénutrition qu'on a tous en tête et qu'on connaît bien et qui est véritablement primordiale pour aujourd'hui et pour les années à venir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci beaucoup, docteur Mathieu. Si vous avez des questions suite à la présentation du docteur Mathieu, n'hésitez pas à les donner dans le chat et à lever la main pour qu'à la session de questions-réponses à la fin, on puisse vous donner la parole. Merci beaucoup, c'était très clair. Donc là, nous souhaitions, c'était un peu l'objet aussi de ce webinaire, c'était vous présenter quelques exemples de dispositifs en Pays de la Loire. Donc il va y avoir 2 exemples vus en détail, c'est-à-dire le parcours des NUT, qui est une expérimentation régionale dans les Pays de la Loire, et puis l'exemple d'une équipe d'appui en adaptation et réadaptation. Et moi, je vais vous présenter les outils que nous avons mis à disposition des professionnels de la région pour retrouver les professionnels et les dispositifs pouvant prendre en charge vos patients dénutris. Alors, nous avons dans un premier temps développé un outil cartographique qui s'appelle Cartonut, sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des professionnels de la nutrition de la région des Pays de la Loire qui se sont recensés sur notre outil. Donc, ce sont des adhérents de notre association. Voilà. Et donc, vous pouvez y retrouver à la fois des diététiciens, diététiciennes, des enseignants ou enseignantes en activité physique adaptée, des psychologues, des orthophonistes, des ergothérapeutes et les établissements sanitaires et médico-sociaux qui ont voulu se recenser et qui ont une offre de prise en charge sur la dénutrition, mais pas que. Vous y retrouverez également toutes les offres de prise en charge sur l'obésité, l'alimentation et l'activité physique. Et donc, suite à cet outil cartographique, nous avions eu des demandes assez récurrentes sur la région pour connaître spécifiquement les dispositifs autour de la dénutrition. Donc, nous avons mis en place un outil interactif en ligne sur notre site internet. Donc, pour cela, je vais aller directement sur le site internet pour vous montrer. Je peux pas autre chose. C'est bon. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Donc là, je suis allée sur le site internet de la Strava Nutrition, donc www.stravanutrition.fr. Donc, vous allez dans nos thématiques. Vous y retrouverez l'ensemble de nos champs de compétences, comme Charlotte l'a dit en introduction. Et ici, vous cliquez sur Dénutrition. Et quand vous êtes sur la page Dénutrition, vous scrollez. Un petit temps d'attente. Voilà. Et enfin, ici, vous retrouvez nos différents blocs. Donc, sachez qu'on a également des outils pour les EHPAD.
l'outil Dénut-Ville, l'outil Dénut EHPAD. On a également notre page Semaine nationale de la dénutrition, n'hésitez pas à y aller et la consulter. Et on a rajouté également le lien pour commander les outils Parade. Donc ici, vous allez sur Orienter vos patients, vous cliquez sur En savoir plus et vous retrouverez notre fameux document qui reprend l'ensemble des dispositifs existants à l'heure actuelle. Alors, il est possible qu'il ne soit pas totalement exhaustif parce que en la matière, il y a toujours des nouveaux dispositifs qui voient le jour. Donc, n'hésitez pas à nous dire également si vous voyez des mises à jour à faire. Nous, on est preneuse pour faire évoluer l'outil. Donc voilà, c'est un PDF interactif. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour passer les diapos. Ici, on a recensé donc tous les dispositifs existants. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, les conseils départementaux, eux, dans le cadre de l'allocation personnalisée autonomie, ont un rôle à jouer. Donc, on a remis les liens des conseils départementaux, des services des conseils départementaux que vous pouvez solliciter en fonction du département. On a mis les expérimentations régionales, donc DNUT et ICOP, qui interviennent sur la prise en charge de la fragilité nutritionnelle notamment. L'ensemble des équipes d'appui en adaptation et réadaptation. Les équipes mobiles gériatriques qui interviennent sur notre région et les dispositifs expérimentaux ayant pour objectif le maintien de l'autonomie qui s'appellent chez nous les DIVADOM. On a également mis une diapo sur le rôle de chaque professionnel, puisque, comme l'a dit le docteur Mathieu, comme l'a dit Charlotte, on a tous un rôle à jouer pour repérer et alerter et orienter. Et donc, on a mis l'ensemble des professionnels qui peuvent agir au quotidien auprès des personnes. Diététiciens, infirmiers, médecins, orthophonistes, dentistes, enseignants en activité physique adaptée, aide à domicile, psychologues, pharmaciens, kinés et ergo. Et la liste n'est pas exhaustive, il y en aurait bien d'autres. Et donc ici, vous retrouvez l'ensemble de la carte régionale. Et en fait, quand vous cliquez sur un des départements, par exemple la Sarthe, vous retrouvez ici le conseil départemental en orange, l'équipe d'appui Nord-Sarthe, ici. Évidemment, on n'a pas, il y a deux équipes d'appui pour lesquelles on n'a pas les données, ça tombe sur celle-là. Et puis, vous avez également voilà, l'équipe d'appui de la Fondation Georges Coulon avec les cibles et critères d'admission, les interventions et les professionnels impliqués, le territoire d'intervention et les contacts, ainsi que le relais vers la page du site internet de l'équipe. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, le consulter, il est consultable en ligne. Encore une fois, si vous voyez des mises à jour à faire, des évolutions, n'hésitez pas à nous consulter et on les fera le plus rapidement possible. Voilà, c'est bon. Hop. Donc, si vous souhaitez une expertise autour de la dénutrition, sachez que ma collègue Aurélie organise des réunions de concertation pluriprofessionnelles 4 fois par an autour de la dénutrition. Ces réunions, en fait, vous permettent de à la fois présenter un cas patient si vous avez une problématique. Donc, c'est ouvert à tous les professionnels, pas uniquement médicaux, mais également paramédicaux et salariés du secteur médico-social. N'hésitez pas à faire transmettre vos cas et à demander des avis d'expertise. Vous pouvez également vous connecter par souci d'information et de formation, puisque peuvent être abordés en fait, des sujets généraux, comme par exemple les dernières recommandations HAS en fonction de l'actualité. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail à aurélie.turcot@sranutrition.fr si vous souhaitez vous y connecter. Je vais laisser la parole du coup à Lola Dubreuil pour présenter le parcours Dénut. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, donc, comme l'a dit Marie, donc, je suis Lola Dubreuil. Je vais vous présenter donc, le parcours Dénut, j'ai une mission spécifiquement pour ce parcours. Donc, il s'agit d'une expérimentation qui a lieu actuellement en Pays de la Loire, qui est portée par l'URPS Infirmiers Libéraux des Pays de la Loire et par la SRA Nutrition. Donc, ce parcours, en fait, c'est un parcours de prise en charge des personnes de plus de 60 ans à risque de dénutrition ou dénutrie à domicile. Donc, il s'adresse, comme j'ai dit, aux personnes de plus de 60 ans qui vivent à domicile. Et il faut qu'elles aient été repérées à risque de dénutrition ou dénutrie par un infirmier libéral avec une application qui s'appelle également Dénut. Cette application, elle contient les questions du mini-MNA, complétées avec une question sur les apports alimentaires. Et donc, pour ces patients-là, ils peuvent ensuite bénéficier d'un parcours qui va durer entre 4 et 6 mois,
qui est pluriprofessionnel et qui est coordonné par un infirmier libéral. Donc, ce parcours, il permet aux patients de bénéficier d'interventions de professionnels non conventionnés sans frais supplémentaires. Donc, on a ici des consultations diététiques et après, en fonction de ses besoins, il peut avoir d'autres interventions comme enseignant d'activité physique adaptée, psychologue ou ergothérapeute. Et tout ça, en fait, ça vient en complément de son équipe de soins habituelle avec les professionnels conventionnés qu'il côtoie habituellement. Pour les pros, donc, vous allez pouvoir bénéficier d'un financement dérogatoire qui va se faire au parcours. Et il y a également l'utilisation d'un outil de coordination partagé entre tous les professionnels de l'équipe de prise en charge pour pouvoir se coordonner autour du patient. Pour rejoindre le parcours des NUT et du coup pour rejoindre une équipe de prise en charge, il faut que les professionnels aient suivi une formation qui est gratuite. Donc, il y a une partie qui est obligatoire, qui dure 4 heures et qui est en e-learning, que vous pouvez suivre à votre rythme, en toute autonomie, qui reprend un peu les bases de la dénutrition, mais également les spécificités du parcours des NUT et de l'expérimentation. Et on peut compléter ça avec une demi-journée de formation en présentiel qui est facultative et qui peut se faire à la demande. Donc, je pense que vous enverrez le PowerPoint. Dessus, j'ai mis des petits liens, notamment le lien d'inscription et également un lien pour télécharger les documents qui sont présents sur la diapositive. Donc, en fait, ce sont des outils que l'on remet aux professionnels qui intègrent le parcours. Donc, on a des fiches mémo, notamment des fiches sur l'enrichissement alimentaire, l'activité physique adaptée et une fiche sur des conseils un peu généraux, des conseils de prévention. Également des flyers de présentation et puis des outils de repérage. Donc, on a la réglette sur les apports alimentaires et également le ruban pour mesurer la distance talon-genou si besoin ou encore la circonférence brachiale. Donc, je vous ai mis également mon contact si vous voulez plus d'informations sur le parcours et puis un petit lien pour avoir plus d'informations directement sur le site internet de Astra Nutrition. Merci beaucoup, Lola. Encore une fois, je réitère ce que je disais tout à l'heure. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez. Eh bien, deuxième exemple de prise en charge sur la région. Donc, nous allons laisser la parole à Malika Redjeb, qui va nous parler donc, de l'équipe d'appui en adaptation et réadaptation dans laquelle elle intervient en Mayenne, dans le département du 53. Effectivement, bonjour à tous, Malika Redjeb, diététicienne. Donc, je suis en libéral sur Laval, mais j'interviens aussi dans une maison de retraite, donc un EHPAD sur Laval aussi. Et je fais aussi partie de l'équipe d'appui en adaptation et adaptation donc, qui existe depuis 2014. On est composé, qui est composé de 3 psychologues, 3 ergothérapeutes, une diététicienne et une coordinatrice. Donc, c'est un service qui s'adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans, qui sont atteintes de maladies chroniques, aux personnes handicapées, vieillissantes en risque ou en perte d'autonomie, et bien sûr aux personnes dénutries. Donc, je n'ai pas la main sur mon écran. Non, vous n'avez pas demandé la main, Malika. Pardon, alors attendez. C'est bien pour quand vous. Ouais. Voilà. Non, je sais pas. C'est bon. Voilà, merci. Du coup, hop. Alors, donc les demandeurs, donc ceux qui nous sollicitent donc, pour les interventions, c'est souvent les médecins traitants, mais aussi les professionnels de santé. Donc, ça peut être des infirmières, d'autres diététiciennes, par exemple, dans les hôpitaux. Il y a aussi les services sociaux, la MDA, les maisons départementales de l'autonomie, le CCAS, bien sûr, les intervenants au domicile, donc My Autonomie, le SIAD, le SPASAD, sont des services d'aide à domicile ou des associations aux aidants. Les professionnels des établissements aussi de santé hospitaliers ou d'hébergement temporaire. Il y a aussi la famille. Souvent, on peut être sollicité par la famille. Du coup, il faut juste remplir le formulaire qu'on retrouve sur le site Léar. Il y a aussi donc mes collègues, dont les psychologues et les ergologues de l'équipe qui interviennent donc en amont et s'ils voient qu'il y a une situation où je dois intervenir, donc je suis souvent sollicitée aussi par eux du coup. Au niveau du déroulement des interventions, donc j'interviens à domicile
Ça peut être aussi en hébergement temporaire ou éventuellement dans les établissements de santé, à l'hôpital ou des polycliniques. Donc, au niveau du déroulement, tout simplement comme au bureau. Donc, on fait une petite consultation diététique, on fait un petit bilan nutritionnel, une enquête. Et de là, on essaye de voir comment corriger et réadapter les besoins alimentaires de la personne. Moi, en amont, je reçois le dossier, donc ça me permet de voir à qui je vais avoir affaire. Est-ce que c'est une personne dénutrie? Est-ce que c'est une personne atteinte de diabète, d'obésité ou autre? Du coup, je prépare en amont mes petits conseils hygiéno-diététiques en fonction de la pathologie. Je vais aussi lui ramener une liste de choix d'aliments. Et puis, on mettra en place ensemble une petite trame alimentaire adaptée aux besoins. Pour les personnes qui sont dénutries, donc là, il y aura plus tout ce qui est recettes, comment enrichir les plats, etc. Et bien sûr, les produits à mettre dans les plats. Après, il y a des suivis. Alors, pour les suivis, donc, réellement, il n'y en a que 3. Donc, enfin 2, pardon, parce qu'il y a 3 consultations, enfin 3 interventions pour tout le monde. Donc, la psy et l'ergo aussi, on n'intervient que 3 fois dans un premier temps, je dis bien. Et pour le suivi, donc là, on va voir si les conseils, tout a été compris et ça a commencé à être appliqué et mise en place. Donc, voir si il y a besoin d'autres explications, si on a besoin d'un petit peu approfondir ou de donner plus de conseils. Donc, voilà comment va se passer le suivi. Puis, le dernier suivi, c'est sûr que là, on va regarder un petit peu au niveau de l'évolution. Ça va être le poids, l'évolution de l'état nutritionnel aussi, avec les bilans sanguins éventuellement. Après, moi, je propose aussi un accompagnement aux courses, surtout pour les aidants qui sont souvent un petit peu perdus, surtout quand c'est le conjoint qui est l'aidant. Donc, un petit peu perdu, il ne sait pas trop quoi acheter, comment préparer, comment faire pour enrichir, etc. Donc, je les accompagne en course, on lit ensemble un petit peu les étiquettes, je leur montre les produits qui peuvent être intéressants. On va souvent au rayon bébé, donc ça m'aide beaucoup, surtout s'il y a besoin de changement de texture pour les personnes qui ont des problèmes de déglutition, donc avec bien sûr les céréales bébés, les petits pots, etc. Et en dernier recours aussi, ça m'est arrivé de proposer des cours de cuisine, pareil, dans le souci de bien faire. Le conjoint me demande si je peux lui expliquer ou lui montrer tout simplement comment faire pour enrichir, pour aussi, comment je veux dire, adapter les textures donc, pour la personne. Donc, au niveau des durées d'intervention, donc pour la première visite, elle est réalisée dans un délai de 15 jours. Donc, dès qu'on reçoit le dossier, on a 15 jours pour faire une prise de contact et prendre un rendez-vous avec la personne. Après, l'intervention, elle est limitée quand même dans le temps. Pour ma part, il y a 3 visites. Donc, dans un premier temps, ça va être la consultation, comme je vous l'ai expliqué, et après 2 suivis. Mais ça reste du cas par cas. Bien sûr que, dans les autres disciplines, je sais qu'ils sont limités à 3, mais dans la mienne, on va s'étendre un petit peu plus. Ça durera un petit peu plus longtemps, surtout pour les personnes qui sont dénutries, parce qu'on sait très bien que la dénutrition, ça ne se règle pas en 3 mois. Après, pour les autres cas où, par exemple, le délai de 3 mois est clos, donc voilà, tout est fini, sachez qu'il y a une possibilité quand même de réinitialiser la demande par la suite par les professionnels ou la famille. Donc voilà. Merci beaucoup, Malika. C'est bon. Alors, y a-t-il des questions? J'ai vu qu'il y en avait déjà 2 dans le chat. Alors, bonjour, ce parcours d'énul ne peut pas être utilisé par les infirmiers salariés d'un centre de santé. Donc ça, c'est pour Lola. Oui, bonjour. Donc ça, c'est vrai que c'est une question que nous, on a souvent eue. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, le parcours d'énul, c'était une expérimentation. Donc, on a dû déposer un cahier des charges assez précis pour cette expérimentation-là, dans lequel on a mis du coup que la coordination et le repérage se faisaient par les infirmiers libéraux. Aujourd'hui, ça nous limite, mais on sait que c'est une question qu'on a assez souvent. C'est aussi peut-être quelque chose qui pourrait être assez utile dans les professions d'infirmiers salariés. Donc, on sait que c'est une limite et notre expérimentation, elle va être évaluée. Et c'est sûr que c'est un point qu'on fera remonter au futur. Oui.
Concernant la deuxième question, le dispositif EAR existe-t-il en Loire-Atlantique aussi? Alors oui, mais en Sud Loire-Atlantique, pour le coup, c'est peut-être le département le moins bien maillé sur les équipes d'appui. Nord Loire-Atlantique, donc du côté de Nantes, Orvault, etc. Malheureusement, il n'y a pas encore d'équipe d'appui qui intervient. Donc, c'est justement l'objectif de l'outil cartographique que Marine vous a montré, qui est sur notre site internet. N'hésitez pas à aller faire un tour, puisque vous verrez recenser sur la carte toutes les équipes qui existent à l'heure actuelle. Et donc, on espère que ça s'enrichira au fur et à mesure et qu'il y en aura un peu partout sur le territoire. C'est vrai qu'il y a encore certaines zones où malheureusement, il n'y a pas d'équipes qui interviennent, mais il y en a quand même de plus en plus. Et donc, en Loire-Atlantique, ouais, on en a 5 sur le département. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur l'outil. Mais comme je connais le secteur de... Et voilà, tu sais que c'est au nord et que... vers Orvault, il y en a pas. Et juste pour compléter, bonjour, c'est Aurélie Turpot. Toutes les équipes d'appui n'ont pas forcément une diététicienne présente dans l'équipe. Mais voilà, ça peut être déjà une première étape pour un peu maintenir l'autonomie et la personne et relever s'il y a un problème au niveau de l'état nutritionnel de la personne. Donc après, il ne faut pas hésiter à se renseigner. En tout cas, les diététiciennes, il n'y en a pas partout. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment mettre en avant la place de Malika en tant que diététicienne dans une équipe d'appui. Alors, on a une question maintenant sur les EHPAD. Auriez-vous des exemples d'enrichissement de plats de seniors dans un EHPAD qui mange de petites quantités? Donc, avec Aurélie, toutes les deux, on accompagne spécifiquement les EHPAD donc, sur l'alimentation des résidents et puis la lutte contre la dénutrition. Donc, on a élaboré le kit Dénut EHPAD, qui est un kit de sensibilisation à la dénutrition en EHPAD, donc à la fois pour les professionnels, les résidents et leurs familles. Donc, dans ce kit, il y a différents supports pédagogiques, des outils. Donc, il est téléchargeable sur notre site internet, sur la page Dénutrition que Marine vous a montré tout à l'heure. Il y a un petit endroit où on parle spécifiquement des EHPAD. Et dans ce kit Dénut EHPAD, on a justement, c'est une demande qui remontait souvent de la part des professionnels d'EHPAD. Une fois que le patient est dénutri ou à risque de dénutrition, il faut enrichir, mais comment on fait concrètement? Et donc, on a construit une fiche pratique enrichissement avec des exemples d'aliments que vous pouvez utiliser pour enrichir les plats et puis une journée type en EHPAD et tous les moments de la journée où on peut enrichir à la fois en cuisine ou vraiment au niveau de l'assiette du résident. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et on a aussi fait une page qui répertorie pas mal d'exemples de recettes enrichies. Donc peut-être, j'espère que ça peut répondre à votre demande. Le lien est dans la conversation. Voilà. Aurélie vous l'a remis. Il y a une question peut-être plus pour le docteur Mathieu. Peut-on utiliser la circonférence du mollet comme critère diagnostique de la sarcopénie chez la personne âgée? Oui, alors c'est une grande difficulté. C'est très intéressant d'avoir conçu un outil, enfin un critère diagnostique supplémentaire en considérant le muscle dans les critères de dénutrition. Maintenant, la problématique, c'est de le mettre en pratique. Je ne le cache pas, c'est la difficulté. Donc, il y a différents tests qui peuvent être réalisés. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un élément diagnostique sur les capacités musculaires et notamment la force du patient. Et donc, il y a plusieurs éléments. Il y a la force de préhension au niveau du poignet, où il y a le test de levée de chaise qui permet d'identifier la force au niveau plutôt quadricipital. Donc ça, c'est des tests qui peuvent être assez facilement réalisables, si ce n'est malgré tout, la force de préhension au niveau du poignet est réalisée à l'aide d'un dynamomètre. Et les outils de référence dans ce cadre sont plutôt de l'ordre de 300 à 400 euros pour réussir à en avoir un. Donc, ce n'est pas forcément hyper facile d'accès, on va dire, en pratique courante. Du coup, dans les petits critères de l'HAS, il est quand même stipulé effectivement que si on n'a pas la possibilité d'avoir accès à l'ensemble de ces éléments, parce que NGRIP, ça nécessite du coup de pouvoir avoir un matériel qui est malgré tout onéreux. Le test de levée de chaise, ça implique d'avoir un patient qui est suffisamment autonome pour pouvoir le réaliser, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et du coup, il y a une petite ligne qui dit qu'effectivement, à défaut, on peut utiliser la circonférence du mollet avec une limite à 31 cm. Bon, c'est marqué dans les recommandations. Chacun en fait un peu ce qu'il veut. Je trouve que c'est peut-être un petit peu difficile d'établir un diagnostic juste avec ce critère-là.
au moins, l'avantage que ça a, c'est que ça nous pousse quand même à se poser la question de la qualité musculaire de notre patient et de ses capacités fonctionnelles. Je pense que c'est principalement ça ce qu'il faut en retenir. Du coup, voilà, circonférence du mollet seul, c'est peut-être un petit peu difficile, mais c'est stipulé dans les recommandations HAS. Voilà, je fais une réponse de Normand. Merci beaucoup. Alors, Anne Guerpillon, que faut-il faire pour créer une équipe d'appui en adaptation et réadaptation sur un secteur? Alors là, il faut se rapprocher de l'ARS, puisque c'est eux, en fait, qui déploient les fonds pour formaliser une équipe d'appui. Et donc, il y a des appels à projets assez récurrents sur le sujet, puisque dernièrement, il y a l'équipe de Pornic qui a vu le jour. Donc, il faut se rapprocher de l'ARS. Après, on peut essayer de voir de qui précisément et vous renvoyer un petit mail à Anne si vous souhaitez en savoir plus. Et question pour Lola, y a-t-il beaucoup d'infirmiers libéraux qui disposent de l'application? Il me semble qu'il y a environ 240 infirmiers libéraux qui ont l'application en Pays de la Loire. Après, donc moi, j'ai parlé d'une formation qui était gratuite pour les pros qui voulaient prendre en charge dans le cadre du parcours. Mais il faut savoir que les infirmiers peuvent très bien utiliser l'application en dehors du parcours, sans forcément faire la formation. C'est accessible à tous les infirmiers libéraux de la région. Et si besoin, il y a des tutos sur notre chaîne YouTube qui est la chaîne Parcours des luttes. Et puis encore une fois, il y a mon contact sur la diapositive, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez vraiment la démarche à suivre pour avoir l'application. Est-ce qu'il y a deux questions? Ou si vous souhaitez intervenir directement, n'hésitez pas à lever la main et on va vous ouvrir votre micro et donner le droit de parler. Nous, on avait une question pour vous, Malika. On se demandait du coup comment était perçue votre intervention auprès des personnes âgées, enfin de elles-mêmes en fait. Est-ce que votre arrivée est la bienvenue? Comment c'est perçu? Et surtout, est-ce que vous avez, enfin, est-ce que vos collègues ont perçu un plus de vos interventions depuis que vous êtes dans l'équipe d'appui? Alors, par rapport aux personnes âgées, bah, déjà, il faut avoir leur accord, hein, et je ne vais pas venir comme ça chez eux. Donc, je les appelle, je leur explique comment ça va se passer. C'est souvent mes collègues qui leur demandent si ça les intéresse d'avoir une intervention de ma part. Et bah, écoutez, franchement, dans l'ensemble, ça se passe super bien. Mes conseils, pour la plupart, sont suivis. Et la preuve en est, il y a pas mal de bons retours, de bons résultats, même après, par rapport aux professionnels, donc qui me recontactent ou qui m'envoient des mails en me disant que bah, ça marche et que ça suit son cours. Donc, je suis très contente par rapport à ça. Et par rapport à mes collègues aussi, un très bon retour. Ils trouvent que c'est très intéressant et que ça complète vraiment leur intervention quoi, auprès des personnes âgées. Quoi. Donc voilà. Super. Moi, j'avais une autre question, Malika, sur comment vous faites le lien avec enfin, est-ce que vous faites le lien avec le médecin traitant du patient, enfin, vous ou l'EAR en règle générale, comment ça se passe la communication avec le médecin traitant du patient? En fait, quand il y a une intervention, je dois faire un bilan, un compte rendu en fait de mon intervention. Alors, dans un premier temps, il faut décrire du coup à la personne, bon, bien sûr du point de vue nutritionnel pour ma part, ce qu'elle mange, ce que moi j'ai mis en place. Et ce rapport-là, il est envoyé à tout le monde en fait. Il peut être envoyé au médecin traitant, au SIAD, à la MDA, enfin toutes les personnes qui sont en contact avec la personne âgée reçoivent un compte rendu. Ça peut être aussi la famille, les enfants. Tout le monde peut le recevoir, quoi, de l'instant où la personne, bien sûr, me donne son consentement. Donc voilà. Et puis si on peut faire un peu du lien, parce que là, donc, il y a eu les deux présentations, les deux exemples, le projet DENUT et puis l'équipe d'appui. C'est vrai que si sur certains territoires coexistent les deux, il y a vraiment du lien à faire entre les deux. Ce n'est pas redondant. C'est-à-dire qu'en amont ou en aval, l'un ou l'autre peuvent intervenir. Ça permet aussi d'allonger la durée de prise en charge et puis de compléter avec des interventions qui n'étaient pas dans l'un ou dans l'autre. Dans l'équipe d'appui, effectivement, oui. Thérapeute et par psychologue. Dans le parcours DENUT, il y a quasiment systématiquement un enseignant en activité physique adaptée qui peut intervenir. Donc, c'est vrai que les deux peuvent être complémentaires pour une même personne.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires Oui, d'ailleurs, si vous avez des réactions, si vous avez un peu envie de nous partager des infos. Ah, alors, il y a quelqu'un qui lève la main. On va vous donner la parole. Normalement, vous pouvez activer votre micro. Asna. Ça marche pas. Bonjour. Ah, ça y est. Super. Allez-y. D'abord, je vais vous remercier pour ce webinaire. Et j'aurais une question. Là, on a parlé de la prise en charge de la dénutrition pour les personnes à partir de 60 ans. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des profils qui sont plus concernés que d'autres? Et en termes de prévention, avant même les 60 ans, et est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour justement ne pas en arriver là? Voilà. Marie, est-ce que vous voulez intervenir? Bah, c'est assez intéressant et pertinent, hein, cette réaction, effectivement. On a tendance, quand on parle gériatrie, à considérer l'âge de 65, 70, 75 ans en milieu hospitalier. Je trouve ça toujours un peu dur, le 65 ans. Enfin bref, on n'est pas encore vraiment très très vieux à cet âge-là, hein, pour moi, je trouve. Hein, mais du coup, voilà, c'est sûr que 75 ans, la gériatrie, en fait, il y a beaucoup de gériatres en France qui ont tendance à considérer qu'en fait, la gériatrie devrait être considérée bien plus en amont, en tout cas une démarche préventive bien plus antérieure et ne pas arriver à 75 ans avec des états de difficulté, c'est sûr. Donc il y a un intérêt manifeste à déjà s'inscrire dans un discours et dans des conseils de prévention bien avant ces âges-là, c'est certain. Mais j'ai envie de dire, c'est quasiment même la problématique du 25-30 ans. Enfin, on est là-dedans, hein, sur une population et une génération qui va devenir probablement de moins en moins active, avec un recul sur l'alimentation qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, mais on est dans l'aliment extrêmement transformé, dans la rapidité, dans l'élaboration. Et du coup, il y a un enjeu majeur qui est véritable aujourd'hui, tant pour le vieillissement actuel que pour le vieillissement à venir, en fait. Donc, oui, j'ai envie de dire oui, c'est sûr, il y a des choses à faire et il y a un enjeu majeur dès aujourd'hui à travailler, mais sur toutes les générations, en fait, hein, finalement. Parce que c'est aujourd'hui qu'on est en train de travailler notre vieillissement et notre capital santé, en fait. Super, merci beaucoup. Et pour ça, c'est vrai qu'on peut quand même s'appuyer. On a la chance en France d'avoir des recommandations, les recommandations du PNNS. Voilà, manger, bouger, oui, on l'entend depuis des années, mais ils ont quand même mis à jour avec des messages relativement pertinents dernièrement sur favoriser le fait maison, favoriser l'activité physique, limiter la sédentarité, etc. Ça, c'est des messages voilà, qui peuvent passer à tous les âges et que l'on doit passer. Et puis, dernier point peut-être de prévention aussi, c'est sur l'axe bucco-dentaire, hein, voilà, la bonne hygiène bucco-dentaire tout au long de la vie qui permet d'éviter, enfin on sait, docteur Mathieu, vous pourrez compléter, hein, mais que chez la personne âgée, les troubles bucco-dentaires sont aussi malheureusement très souvent responsables d'une dénutrition. Quand on a plus de dents ou quand on a mal aux dents, on mange beaucoup moins. Donc, dans la prévention, bien sûr, il y a les discours autour de l'alimentation, de l'activité physique, mais aussi la prévention bucco-dentaire. Oui, du coup, à commencer dès les jeunes âges, quoi. Ah ben, Quelque chose aussi qui touche que les vieux. Ouais. Merci beaucoup. Parce que la problématique dentaire, ça c'est clair, quand on en arrive malheureusement à des personnes qui vont être en perte de mobilité, où ça va être beaucoup plus difficile de les amener dans un cabinet de dentiste, ça crée de grandes difficultés pour maintenir une hygiène bucco-dentaire optimale dans le cadre du vieillissement. Hein. Alors il y a plein de choses hyper intelligentes. Hein. Il y a des bus avec des dentistes qui se déplacent d'EHPAD en EHPAD, en fonction de projets portés par l'ARS en fonction des régions. Il y a même des cabinets dentaires qui peuvent être accolés à certaines EHPAD. Enfin, il y a plein de choses très intéressantes. Hein. Mais c'est sûr qu'à partir d'un certain âge et dans le cadre de la perte de mobilité, on a beaucoup de mal à assurer une bonne hygiène bucco-dentaire pour un certain nombre de patients. Donc, il y a un enjeu encore une fois qui se positionne bien avant les 75-80 ans. C'est avant que tout se joue, encore une fois. Même pour les jeunes et pour les enfants, quand on parle de mastication aussi, de la forme de nos mâchoires et de nos muscles,
on a tendance à aller vers les textures molles. Aujourd'hui, on a la flemme de mastiquer. Et du coup, on arrive après avec des mâchoires qui ne sont pas assez fortes, en fait. Ouais. Ouais. C'est sûr. Merci. Merci. Pouvons-nous bénéficier de la formation du parcours des NUT en tant que IDEC de Divadom? Du coup, donc la formation, si elle vous intéresse, elle est vraiment ouverte à tous les professionnels. Donc, il n'y a pas de souci pour que vous puissiez y accéder. En revanche, comme je l'ai dit, pour le moment, nous, on n'a pas au sein du parcours, on n'a pas de place réservée pour les IDEC. On s'intéresse vraiment là, sur ce parcours-là, dans le cadre de l'expérimentation, donc vraiment jusqu'à la fin de l'année prochaine, aux infirmiers libéraux. Et après, dans un second temps, on imagine pouvoir ouvrir ça à d'autres professionnels, mais là, c'est vrai que c'est vraiment l'application et le parcours qui s'adresse aux infirmiers libéraux. Effectivement, vous pouvez vous inscrire à la formation. Là, vous retrouverez le lien, donc soit via le diaporama qu'on vous enverra, soit directement sur notre page internet sur le site smilenutrition.fr. Donc, il y avait un commentaire. Et ça coûte cher aux personnes âgées qui n'ont pas toujours les moyens financiers. J'imagine que c'était la prise en charge bucco-dentaire. Non, bah oui, Karine, vous avez pleinement raison. Hein. L'appareillage bucco-dentaire, ce n'est pas donné à tout le monde, hein, ça c'est clair. Hein. Donc ça, je ne peux que vous rejoindre. N'hésitez pas, c'est le moment si vous avez encore des commentaires ou des questions. Et puis sinon, écoutez, je vous propose de clore ce webinaire. N'hésitez pas encore une fois à retourner sur notre site internet, retrouver donc les documents dont Lola vous a parlé sur les fiches mémo des NUT, donc qui sont téléchargeables gratuitement en ligne en PDF, et puis nos différents volets sur la page des nutritions de notre site avec les outils pour les EHPAD, la ville, notre outil interactif sur l'ensemble des dispositifs existants en Pays de la Loire, et puis la Semaine nationale de la dénutrition sur laquelle vous retrouverez prochainement du coup les actions que nous avons menées avec des retours de professionnels. Et puis, on vous enverra un petit mail récap avec toutes les infos et le replay du webinaire. Et donc, vous aurez nos coordonnées. Donc, si vous avez la moindre question après tout ça, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup et puis au revoir. Bonne continuation. Et bonne fin de semaine de la dénutrition puisque ça se termine demain.